Merci à vous d'être venu ce soir. En fait, nous vivons dans un malentendu. Nous avons l'impression souvent que ce que vous voyez à l'écran, ce sont les écosystèmes terrestres. Si vous avez cette impression-là, alors vous êtes un petit peu dans la situation d'un pou qui, en regardant le cuir chevelu de son hôte, se dit « Ah, que c'est beau un homme !» En fait, ça, ce n'est pas les écosystèmes terrestres, ça n'en est que la surface. Et je voudrais ce soir vous montrer non seulement que l'essentiel de la vie des écosystèmes terrestres, c'est là que ça se passe, c'est-à-dire dans le sol, mais aussi vous convaincre que cette vie a des effets qui débordent largement de ce que nous voyons en surface et de ce qui se passe dans les sols, mais qui construit le monde que nous habitons. Et on va donc voir comment cette vie du sol façonne le monde. Alors déjà, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est de cette vie du sol et bien vous faire comprendre que bien sûr, quand on pense à la vie du sol, on pense tout de suite aux vers de terre. Bah oui, évidemment, les vers de terre. Mais les vers de terre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Une forêt de microbes. Et les premiers microbes dont je voudrais vous parler, c'est les champignons. Vous allez peut-être être étonné que j'affuble de microbes, c'est-à-dire d'organismes vivants invisibles à l'œil nu, que j'affuble donc du nom de microbes des champignons que vous voyez très bien. Mais attention, ce que vous voyez, et qui n'est présent qu'une partie de l'année, c'est la partie qui reproduit le champignon. Par exemple, les lamelles de champignons là, produisent des toutes petites cellules qu'on appelle des spores, et qui, dans les conditions favorables, vont germer et redonner un champignon, c'est-à-dire germer et donner un filament. Alors tout ça est accéléré, bien sûr. En fait, c'est l'organe reproducteur qui disperse, à la saison ad hoc, des spores. Et ces spores germent en filaments, qui grandissent, alors là c'est encore plus accéléré, en se ramifiant, mais les ramifications sont capables de, regardez bien, s'entreconnecter entre elles, et en s'entreconnectant entre elles, elles édifient un réseau que l'on appelle le mycélium. D'ailleurs, si vous regardez bien en bas de l'image, vous voyez parmi les aiguilles mortes, là, il y a des filaments microscopiques, suffisamment nombreux pour qu'on voit une espèce de cotonnage blanc. Mais en fait, c'est ça. Essentiellement, le champignon, c'est des filaments microscopiques que la plupart du temps on ne voit pas dans le sol et qui de temps à autre se reproduisent en poussant, je dirais un cri, non, c'est en poussant une structure dans le visible. Mais c'est très transitoire. D'ailleurs, beaucoup de sols attestent de la présence de champignons par l'odeur qu'ils ont quand on les prend en main, une odeur de champignon, comme quand on épluche un champignon de Paris, qui est due à une molécule traumatique formée lors de la destruction des lipides des cellules de champignons que l'on brise, soit en épluchant le champignon de Paris, soit en prenant le sol dans les mains, l'octénol. Donc des fois, l'odeur nous dit cette présence de champignons, même quand on ne les voit pas. Outre les champignons, et en fait 10 fois plus petit, parce que les filaments de champignons, c'est 1/100 de millimètre. Maintenant, descendons encore dans le plus petit, à l'échelle de 1/1000 de millimètre, nous avons les bactéries. Bactéries qui peuvent être faites de cellules isolées, de cellules en paquets, vous voyez, ou de cellules, comme tout à fait à droite, le streptomycès, de cellules en chaînettes. Je vous ai pris un streptomycès, donc quelque chose qui est fait de cellules en petites chaînettes, mais très courtes, hein, beaucoup plus courtes que les filaments de champignons. Je vous ai pris cet exemple parce que les streptomycès appartiennent aux actinobactéries, que vous connaissez bien. Alors, en fait, d'abord, il y a un certain nombre de représentants des actinobactéries comme les actinomycès ou les streptomycès qui font des antibiotiques qui sont dans vos armoires à pharmacie. La streptomycine, l'actinomycine sont des antibiotiques qu'on tire de ces bactéries-là. Donc vous les connaissez un peu, peut-être pour vous être soigné avec des antibiotiques en question. Mais là où je suis absolument certain que vous les connaissez, c'est qu'en plus, ces actinobactéries émettent une molécule, la géosmine, qui donne l'odeur de terre. D'ailleurs, en grec, géosmine, ça veut dire odeur de terre. Cette odeur de terre, l'odeur de sol, c'est en fait l'odeur de bactéries, l'odeur d'actinobactéries en particulier. Et c'est aussi une autre odeur, pour ceux qui n'auraient jamais mis les mains dans le sol et jamais senti le sol, c'est aussi une autre odeur qui est tout simplement l'odeur d'après la pluie. Car quand il pleut, vous avez de l'eau de pluie qui rentre dans le sol, qui chasse l'air du sol et qui envoie la géosmine dans l'air, mais alors bien sûr diluée, et très diluée, l'odeur de terre, ça donne l'odeur d'après la pluie. Voilà pour ces bactéries dont vous connaissez donc l'odeur, sans connaître le nom. C'est toujours paradoxal d'apprendre qu'on connaît quelqu'un, pas par son nom, mais par son odeur. Et là, c'est ce qui vous arrive avec les bactéries du sol. Et vous retrouvez que finalement, dans le monde microbien, le nez est parfois meilleur indicateur que, bien sûr, les yeux, qui sont débordés de petitesse. Alors,
toujours microscopiques, mais on remonte cette fois-ci à des tailles qui sont celles des filaments de champignons, 1/100 de millimètre. Vous avez des amibes. Les amibes sont faites de grosses cellules qui se déforment, et ces déformations leur permettent de se déplacer et éventuellement d'englober des proies qui sont souvent des bactéries. En fait, ça, ce sont des prédateurs de bactéries qui avalent de leur lobe des bactéries pour se nourrir, sachant que on voit là, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, on voit des petites actinobactéries, là, vous voyez, filamenteuses. Et donc, ça donne l'échelle. Certaines amibes sont visibles à l'œil nu parce qu'elles sont très très grosses et vous les connaissez peut-être sous le nom de blobs. Mais ça, c'est des formes assez exceptionnelles qui atteignent des dimensions remarquables. Bon, voilà le monde microbien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre que des microbes dans le sol? Alors je sais que vous êtes toujours avec vos vers de terre et que vous pensez aux animaux, mais il y a d'abord des racines. Et avant tout, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, il y a surtout des racines de plantes. Il y a 1/3 de la masse de la plante, en moyenne, qui est sous terre. Et puis finalement, en moins de grande quantité, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils mangent des microbes ou des racines. Donc il ne peut pas y en avoir plus que de nourriture. Il y a les microbes. Il y a, pardon, les animaux. Alors effectivement, il y a des animaux dans le sol, mais il y en a évidemment moins que ce qu'ils mangent, moins que de racines et moins que de microbes. Alors quand même, quelques animaux. Un petit acarien là, qui court sur cette image, un petit colambole. Un pseudoscorpion ici, qui est un prédateur aux pinces redoutables, pour qui n'est pas un scorpion à strictement parler, mais qui est de la même famille, le groupe des arachnides. Des vers minuscules qu'on appelle les nématodes. Un acarien qui court sur du mycélium. Sans doute d'ailleurs, il le mange aussi. Un mille-pattes, on retourne dans le grand groupe des arachnides. Un vrai ver de terre, pas comme les nématodes de tout à l'heure, un ver un peu plus gros, comme du même groupe que les lombriques. Un insecte ici, un petit coléoptère qui est en train de se déplacer. Oui, il y a énormément de groupes d'animaux dans le sol. Des animaux qui, bon, pour certains se nourrissent d'autres animaux, comme le pseudoscorpion, mais pour la plupart, je vous l'ai dit, vont se nourrir soit de racines, soit de microbes. On reparlera de la nutrition du ver de terre tout à l'heure. En tout cas, ça fait du monde, tout ça. Ça fait du monde microbien. Dans 1 gramme de sol de chez nous, vous avez 1 million de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces. Plusieurs milliers d'espèces. Plus de 1000 espèces de champignons. 1 gramme de sol. Alors, c'est 1 gramme de sol sec, mais ben oui, il y a de la place pour toutes ces petites choses-là. Et puis, des centaines d'espèces d'amibes. Pour 1 hectare, moyen, parce qu'il y a sol et sol, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne de champignons. Soit l'équivalent de 150 à 250 moutons, bon, ça dépend de la taille de vos moutons, à l'hectare, cachés sous terre. C'est énorme. Ça représente une biodiversité énorme. Pensez que plus du quart des espèces connues par leur nom se trouvent dans le sol, alors même qu'on sait très bien qu'on ne connaît que moins de 1% des microbes du sol. Mais déjà, en termes d'espèces nommées, 25% des espèces connues sont dans le sol. Et puis, il y a ce chiffre pour les bactéries du sol de France. Alors, c'est une estimation extrêmement conservative, mais on a au moins montré qu'il y avait près de 120 000 espèces de bactéries dans le sol de France. La France, pays de 600 espèces d'oiseaux, en gros, 190 de mémoire espèces de mammifères et 6500 espèces de plantes. Ça remet les pendules à l'heure. Nous vivons dans un pays de microbes. Certains sont plus petits que d'autres. Bon, ne nous égarons pas. Le sol abrite, sur Terre, entre la moitié et les 3/4 de la biomasse vivante. Et puis si vous rajoutez la matière organique morte, qui évidemment ne se trouve que dans le sol, eh bien c'est 60 à 90% de la matière organique totale des écosystèmes terrestres qui se trouve dans le sol. Vous sentez déjà que le centre de gravité de ce qu'on appelle les écosystèmes terrestres, il est du côté du sol. Mais vous allez me dire, bon, tout ça c'est des nombres d'espèces, ça vaut ce que ça vaut. Moi, la biodiversité qui va m'intéresser maintenant, c'est la diversité des mécanismes et des choses qui s'opèrent dans le sol. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui se passe dans le sol, c'est ce qui fait le sol. Regardez plutôt. Vous avez peut-être noté qu'en ville, dans les rues ou dans les allées gravillonnées, on est obligé de ramasser les feuilles mortes. C'est quand même assez bizarre. Regardez, dans la pelouse, là, on ne va pas les ramasser. Et puis, en forêt, Dieu merci, on ne ramasse pas les feuilles mortes. Ça, c'est parce que tant que la matière morte qui tombe a accès au sol, elle disparaît lentement dans un processus que
j'ai appelé la décomposition, mais dont on va étudier les détails, parce que vous allez voir que ce processus, c'est plus que la disparition de la matière morte qui tombe au sol. Bon, regardons pourrir cette pomme-là. Les mois passent plus vite que dans la réalité, n'est-ce pas? Et on voit très bien un point à partir duquel se développent sans doute des bactéries, peut-être quelques champignons. Et on voit littéralement disparaître la matière de la pomme. Pourquoi? Et bien ça, il faut imaginer que quand un microbe mange de la matière, c'est exactement comme vous quand vous mangez un repas. Certes, vous grandissez un peu, vous grossissez un peu, pas beaucoup, mais enfin, au moins vous faites grandir vos ongles et vos cheveux. Parfois, vous prenez un peu d'embonpoint. Mais l'essentiel de ce que vous mangez, vous le brûlez, vous le respirez, vous le faites réagir avec l'oxygène pour en faire de l'énergie. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, du CO2 et de la vapeur d'eau qui part dans l'air. Et ça fait vraiment disparaître la matière. C'est toutes ces attaques de microbes, ou d'autres choses d'ailleurs, peut-être même d'animaux des fois, qui vont petit à petit dilapider cette matière et la transformer en CO2. Mais, en fait, il faut bien voir que la respiration, c'est vraiment comme un feu. Ça consomme de l'oxygène, et ça libère de l'énergie et du CO2 et de la vapeur d'eau. Sachant que l'énergie ne s'échappe pas dans ces cas-là sous forme de lumière ou de chaleur, mais elle s'échappe bel et bien sous forme d'une énergie chimique que récupère la cellule pour fonctionner. Cela dit, quand vous faites un feu, il y a d'autres choses qui sont produites. Il n'y a pas que de la vapeur d'eau et du CO2, non. Alors peut-être êtes-vous assez citadin pour ne pas avoir d'âtre chez vous, mais quand on a une cheminée, on sait très bien que de temps en temps, il faut vider les cendres, qui sont en fait tout le reste, tout l'azote, le phosphate, le potassium, bref, tout un tas d'autres éléments qui se trouvent dans la matière organique et qui sont libérés lors de la combustion. Et les bactéries, les champignons rejettent ça dans le milieu. Nous, on rejette ça dans l'urine, qui contient par exemple 6 grammes d'azote par litre. D'accord? L'urine expédie les cendres de la respiration, en quelque sorte. Et alors ça, c'est vraiment important, parce que vous allez voir que ces cendres-là, eh bien pour les plantes, c'est ce qui va leur permettre de se développer. Je vous montre ici un rond de sorcière. Alors, le rond de sorcière, normalement, il se présente comme ça. Hein. C'est un cercle de parties reproductrices du champignon. Mais nous, on comprend qu'en dessous, le mycélium, il est sur un cercle. Pourquoi? Eh bien, il faut imaginer qu'une spore est tombée au milieu, elle a commencé à grandir dans toutes les directions. Or, ce champignon mange de la matière organique dans le sol. Rapidement, il a mangé tout ce qu'il pouvait manger et il meurt. Donc, vous avez ici un front de croissance vers l'extérieur, et puis un peu plus à l'intérieur, un front de mort, là où toutes les ressources sont épuisées, le champignon meurt d'inanition. Et donc, il y a une zone très particulière sur un cercle où la nutrition du champignon est active, c'est-à-dire où le champignon prélève de la matière organique dans le sol, et il en fait bien sûr du mycélium, bien sûr il grandit, mais il en fait aussi des déchets, notamment des déchets azotés et phosphatés. Et si vous avez bien regardé cette image, vous aurez vu que l'herbe grandit mieux là où il y a les champignons. Tout ça, ça fait de la fertilité que la plante peut récupérer parce qu'elle récupère en quelque sorte ses cendres, cet azote, ammoniacal ou nitrique, ce phosphate, le potassium, bref, tous les restes de la matière organique qui ont été libérés par l'activité de décomposition. Et d'ailleurs, à certaines saisons où on ne voit pas les parties reproductrices du champignon, on peut très bien voir que l'herbe pousse mieux. Ça, au printemps, typiquement, on voit et on va voir dans très peu de temps des cercles verts qui indiquent où est le mycélium. Je vous emmène dans les Pouilles à un endroit où on a une vue superbe sur des ronds de sorcières, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, des ronds de sorcières qui font 30 ou 50 mètres de diamètre et où l'herbe pousse très bien, là où se trouve le champignon. Alors vous voyez que finalement, cette décomposition est importante parce qu'elle va permettre de recycler des choses que les plantes vont utiliser. Et on comprend ici cette phrase de Pasteur, dont on voit qu'au passage, il avait une vision nuancée du microbe, hein, pas simplement négative, qui disait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. L'œuvre de la mort, elle est complétée par la décomposition qui va restituer les briques qui vont permettre de nouveau à des végétaux de se développer. La pourriture, disait un grand architecte viennois, Hundertwasser, c'est le début de l'éternité. C'est le début du recommencement. Alors, cette matière organique, vous le sentez, elle est présente dans le sol, et en fait, le sol est pour elle une salle d'attente pour être lentement décomposé par des microbes. Il y a, bien évidemment, aussi
dans ce sol de la matière minérale et vous allez voir que cette matière minérale aussi est en attente de disparition. Mais cette fois-ci, on parle d'altération. Regardez plutôt cette expérience. On prend un petit cristal d'une espèce minérale, l'apatite, qui est riche en phosphore et que l'on trouve dans énormément de roches, à commencer par des granites ou des calcaires, mais en petite quantité. On la met à tremper dans l'eau pendant une année. Alors vous voyez que la surface, au bout d'un an, apparaît non altérée, elle est lisse. Alors en fait, c'est compliqué. Elle a un peu fondu, mais très peu, et de façon très homogène. Maintenant, on recommence cette expérience pendant un an, mais on rajoute quelques gouttes de jus de sol. On rajoute quelques microbes. Et regardez plutôt ce qui va se produire. La surface de la roche apparaît irrégulière et grêlée. Et si vous allez voir au fond des trous, vous allez trouver des bactéries ou des filaments de champignons qui sont activement en train de déstabiliser la roche. Et vous savez ce qu'ils y trouvent? Du phosphore. En fait, certains microbes du sol, pas tous, ont un véritable rôle de mineur. Quand on met une roche dans l'eau, elle se dissout. Très lentement, moins vite bien sûr que du sucre. Mais elle se dissout, elle libère toutes sortes de choses dont vous voyez qu'elles peuvent être utiles à la fertilité du sol parce qu'elles peuvent nourrir des plantes. Des oligoéléments, du phosphate, du potassium, du fer, du calcium. Toutes sortes de choses dont ont besoin les plantes. Quand les microbes s'installent à la surface d'une roche, ils vont augmenter la vitesse de cette dissolution. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils forment une couche gluante à la surface qui retient l'eau. Donc il y a un plus long temps de dissolution, ça ne sèche pas bien autour de la roche entre deux pluies. Mais l'autre raison, c'est qu'ils émettent localement de l'acidité, et cette acidité va attaquer la roche. Ça ne veut pas dire que le sol devient acide, c'est très très local, mais ça suffit à augmenter la dissolution. Dissolution qui... Alors il y a plein de fuites, hein. Ils en récupèrent une partie, mais il y a plein de choses qui partent dans le sol, et au total, il en part plus dans le sol quand il y a des microbes que quand il n'y a pas de microbes. Vous voyez que l'altération des roches, c'est un phénomène qui est largement, qui se ferait spontanément, il est chimique, mais il est accéléré biologiquement. Et au total, tout comme la matière organique, la matière minérale du sol est en devenir, elle est en attente de disparition. Et là encore, une disparition qui va libérer de la fertilité pour les plantes. C'est toujours pas fini, parce qu'il y a des trous. Et dans ces trous, du sol circule de l'eau et des gaz. Et j'aimerais m'intéresser quelques instants avec vous aux gaz. Et vous allez voir que de nouveau, ils sont en devenir sous l'effet notamment des microbes, en tout cas de la vie des sols. Regardez plutôt. Plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux, il y a des organismes microbiens, racines, animaux qui respirent. Plus vous êtes en profondeur, plus l'oxygène qui arrive de la surface a eu des chances de se faire capter avant d'arriver jusqu'à vous. On sent très bien que les gaz sont en train, certains gaz sont en train de disparaître. Là, c'est à cause de la respiration. Et évidemment, la respiration, elle donne du CO2. Plus on s'enfonce dans le sol, plus il y a de CO2, parce qu'il a beau s'évacuer par la surface, eh bien, il y a des embouteillages en profondeur, il y a des accumulations de CO2 qui sont en cours d'exportation vers l'air. Vous voyez que les gaz aussi sont modifiés par la vie, notamment par ce qu'on appelle la respiration du sol, qui est en fait la somme des respirations de tout ce qu'il y a dans le sol. Mais ce n'est pas tout. Il y a un gaz de l'atmosphère qui va amener au sol un élément qui n'y figurerait pas sinon, parce que cet élément-là, on ne le trouve pas dans la roche. Je cherche un élément, vous savez, c'est comme le fer ou la silice, c'est un atome. Le soufre, non, il y en a un peu dans la roche toujours, alors pas des masses, hein, mais c'est suffisant. L'azote. Les roches ne contiennent pas d'azote. Or, dans le sol, vous trouvez de l'azote, soit dans la matière organique, soit sous forme de nitrate ou d'ammoniac. D'où vient-il? Eh bien, c'est tout simple, il vient de l'air. Vous savez, il y a ces plantes-là qui sont très riches en azote, les légumineuses, comme les luzernes, mais aussi les haricots, les pois chiches, les lentilles, que nous-mêmes on mange, sous le nom de protéagineux, comme un aliment riche en protéines. Pourquoi ces plantes de la famille des légumineuses sont-elles riches en azote? Eh bien, c'est parce qu'elles fixent l'azote. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elles sont capables de transformer l'azote atmosphérique, 80% de ce qu'on respire,
c'est un gaz qu'on appelle le diazote. Alors nous, on est incapable d'en faire quoi que ce soit, si ce n'est de l'expulser quand on expire l'air. Hein. Mais ces plantes-là sont capables d'en faire des protéines. Alors comment? En fait, elles en sont complètement incapables. Mais sur leurs racines, elles ont des petits renflements rosés dans lesquels il y a des bactéries qu'on appelle des rhizobiomes. Ces bactéries sont nourries par les plantes en sucre et avec l'énergie qu'elles ont de leur respiration et de cette quantité de sucre qui arrive, elles transforment l'azote qui vient de l'atmosphère par les trous du sol en acides aminés, dont elles gardent une partie et dont elles cèdent une autre partie à la plante. Et c'est pour ça que ces plantes sont riches en azote. C'est qu'elles nourrissent, elles ont domestiqué en quelque sorte des bactéries capables de fixer l'azote. Bien. Alors donc, arrivé ici, on comprend que c'est encore une sorte de bactérie, même si des fois on crédite la plante de fixer l'azote, mais on comprend aussi que tout ça, ça va faire de l'azote organique. D'ailleurs, il y a aussi des bactéries qui vivent dans le sol toutes seules. Alors, elles sont moins efficaces pour fixer l'azote, parce qu'il faut qu'elles se nourrissent elles-mêmes, elles ne sont pas nourries par une plante, mais c'est les azospirillum ou les azotobactères. Hein, ces bactéries-là sont présentes dans le sol, elles sont aussi capables d'utiliser l'azote atmosphérique. Et tout ça, ça fait de la matière organique de bactéries ou de plantes qui, à un moment, va se décomposer en donnant l'azote du sol. Oui, ça va finir par mourir et être attaqué par des microbes et redonner des nitrates, de l'ammonium, etc. dans le sol. Vous y êtes, finalement. L'azote qui ensuite tourne entre le sol et la plante, eh bien, à un moment, il est rentré à partir de l'atmosphère. L'atmosphère a légué au sol l'azote. Et finalement, vous réalisez que le sol est un mariage, sous l'effet de la vie, de composants venus de l'atmosphère, de composants de la matière organique et de composants de la roche, qui tous sont en train de se transformer, qui tous sont en devenir sous l'effet du vivant, un devenir qui crée la fertilité des sols. Et c'est toujours pas fini. Parce que ce sol, il est aussi animé, il bouge sous l'effet de la vie. Ça peut vous paraître paradoxal, parce que pour vous, le sol, c'est quelque chose de stable, sur lequel on met les pieds. Mais néanmoins, il y a des mélanges, il y a des déplacements. Ce sol, il est l'objet de déplacements, et pas simplement sous l'effet de l'entraînement par l'eau de pluie qui passe. Vous allez voir que le vivant active le sol. D'ailleurs, si vous regardez cette image qui revient en boucle depuis tout à l'heure, vous observez que, bien sûr, il y a plus de matière organique au-dessus. Bien sûr, il y a plus de matière minérale en bas. Mais ce n'est pas l'un sur l'autre. On passe continuellement de l'un à l'autre. Et ça indique qu'il y a quand même une sorte de mélange qui fait que il y a quand même un peu de matière organique vers le bas et il y a un peu de matière minérale vers le haut parce que quelque chose mélange. Ça touille pas à toute vitesse, hein, parce que c'est pas très homogène. Mais quand même, on sent que c'est pas de l'organique sur du minéral. Il y a un mélange. Alors, qui mélange? Qui dans le sol va mélanger le sol? Alors, vous osez plus parler de vers de terre, parce que la dernière fois, je vous ai brimé, et vous avez tort et raison. Vous auriez raison de parler de vers de terre, parce que les vers de terre, alors là, c'est encore un petit peu accéléré comme film, ils sont très actifs, et par leur déplacement, ils bousculent les particules du sol, et dans cet aquarium où on a mis des couches claires et des couches foncées, on voit très bien qu'ils sont en train d'homogénéiser le contenu de l'aquarium. Mais en fait, les vers de terre, c'est quand même les agents les plus efficaces de broyage, de mélange, de brassage, que l'on connaisse, parce que non seulement leur déplacement mélange un peu, mais surtout, ils mélangent en mangeant. Alors en mangeant quoi? Les vers de terre avalent de la matière organique du sol, de la matière organique morte, et souvent on pense qu'ils mangent des débris de feuilles ou des choses comme ça pour s'en nourrir. C'est pas vrai. Ils avalent ça parce que c'est l'endroit où il y a le plus de microbes. Mais ce qu'ils digèrent, et vous allez voir, c'est très important pour ce qui va suivre, ce sont les microbes qui se sont développés dessus. Ils ne savent pas trop digérer les molécules complexes dont sont faits les restes de plantes ou les choses comme ça. Ils vont surtout digérer des microbes et ils vont les chercher là où ils sont, en train de décomposer la matière organique. Bon, alors comme il va falloir bien broyer tout ça, ils avalent des grains de sable qui vont leur permettre dans leur jabot, un peu comme dans le gésier d'ailleurs des oiseaux, en broyant avec des mouvements de contraction, d'avoir un effet de meule qui va bien extraire le jus de microbes. Bien. Et comme quand on extrait le jus de microbes, on remobilise toutes les toxines des plantes. Je vous rappelle que la plupart des plantes contiennent des toxines, des tanins, des terpènes, des alcaloïdes, tout un tas de choses avec lesquelles elles se défendent contre les herbivores et qui, à la mort de la feuille, restent là.
toxique, une feuille morte, comme la plupart des feuilles vivantes. C'est bourré de composés indésirables, et bien les vers de terre avalent, comme vous, quand vous avez un problème digestif et que vous avalez du smecta, qui est de l'argile, et bien ils avalent de l'argile. Cette argile a la capacité d'absorber, de retenir les toxines, et c'est ça qui fait que les toxines microbiennes, quand vous avez une diarrhée, voire même les virus, sont retenus dans le tube digestif, ils ne sont pas libres de faire des bêtises. Donc ils absorbent des argiles protectrices qui vont retenir les molécules toxiques de la matière végétale qu'ils ont ingérées, parce qu'ils ont besoin de microbes, mais surtout pas de matière végétale. Bref, à un moment, tout ça ressort. Alors la crotte, elle est souvent faite en surface. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un trou, on ne peut pas faire caca dans le trou. Hein. Ça bouche le trou. Donc c'est aussi simple que ça. Alors vous voyez que chemin faisant, ça commence à enterrer la matière organique qui s'est fraîchement déposée. Et vous voyez très bien que ces crottes, qu'on appelle donc des turicules, parce que crotte en biologie, ça ne fait pas biologique. Pourquoi on va parler de turicules? Enfin, c'est quand même des crottes. Vous voyez que ces crottes sont noires. Il y a encore de la matière organique dedans. C'est toute la matière organique végétale qui n'est pas digérée et qui d'ailleurs est étroitement mariée avec l'argile, en quelque chose qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui est extrêmement important pour la fertilité des sols et pour la structure physique, en petits grumeaux qui sont en fait d'anciennes crottes, hein, du sol. Donc c'est quelque chose qui est très important dans la structuration du sol. Dites-vous que les sols où il y a des vers de terre, c'est que de la crotte de vers de terre, c'est que du turicule, et tous les 3 à 5 ans, tout le sol est passé dans le tube digestif des vers de terre. Surtout qu'en plus, ils aiment bien manger leur crotte parce qu'il reste de la matière organique bien broyée. Donc rapidement, les bactéries prolifèrent sur cette matière organique broyée. Et donc quand ils remangent leur crotte, en plus, il y a déjà les grains de sable dedans et l'argile. Plus des bactéries qui sont apparues. Donc le ver de terre mange ses crottes et s'en délecte. Le bilan de tout ça, c'est qu'à force de faire des crottes en surface, ils vont enfouir tout ce qui est présent en surface. Et regardez plutôt ce cimetière irlandais, où on a une zone tardie médiévale, une zone Renaissance et classique et une zone moderne. Dans les zones anciennes, les pierres tombales sont en train de disparaître dans l'herbe. Pourquoi? Parce que les vers prélèvent dessous et font caca dessus. Et petit à petit, tout s'enfonce. C'est quelque chose qu'avait observé Darwin dans son livre, le dernier livre qu'il a publié en 1881, un livre sur les vers de terre, sur la terre végétale et l'action des vers de terre, où il dit d'abord que la terre à la végétale est mal nommée parce qu'en fait c'est du caca de vers de terre, donc c'est plutôt de la terre animale. Mais il raconte surtout une expérience qu'il a faite qui a consisté à mettre un peu de poudre de craie dans son jardin une certaine année et pendant les 20 années suivantes à faire des trous pour regarder où était arrivée la poudre de craie. Il en avait établi une vitesse d'enfouissement qui lui a même permis de dater un certain nombre de gisements archéologiques en fonction de la profondeur où il se trouvait. Bon, en réalité, la vitesse d'enfouissement, c'est un fait, mais s'il avait étudié ça plus longtemps, il se serait aperçu que cet enfouissement devient de moins en moins rapide en profondeur, parce qu'il y a de moins en moins de chances que les vers aillent chercher quelque chose par en dessous. Et donc, en réalité, ces âges archéologiques étaient sous-estimés, parce qu'à partir d'un certain moment, en fait, l'enfoncement cesse ou devient insignifiant. En tout cas, il avait bien montré ce phénomène d'enfouissement, et vous êtes conscient qu'en mangeant et en déféquant, les vers de terre sont sans doute les agents de mélange des sols les plus efficaces. Sauf que, il y a des sols comme les sols des Landes bretonnes, ou des régions du globe, comme par exemple l'Amérique du Nord, où il n'y a pas de vers de terre. Alors là, qui mélange? Bon, je vous entends, vous allez me dire, il y a quand même des animaux qui bougent, et même s'il n'y a pas cet effet alimentaire, là, quand il y a des fourmis qui font des trous, ça brasse, c'est vrai. Mais si on fait abstraction des animaux, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui brasse? Mais oui, les végétaux. Avec leurs racines et leurs feuilles, regardez plutôt. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie souterraine et que la plante est un organisme d'interface. Et on va voir qu'effectivement, ça conduit à un brassage. Bon, il est plus sérieux que dans l'image précédente de dire qu'en fait, un tiers de la biomasse de la plante, en moyenne, je vous l'ai dit, est sous terre. C'est quoi cette biomasse sous terre? Ce sont des racines qui poussent en intrusion dans le sol. Et ces racines, de leur vivant, elles vont émettre de la matière organique qui va se retrouver dans le sol. Des cellules qui meurent écrasées ou attaquées. Mais aussi des sécrétions actives de la racine qui va sécréter des choses qui vont éloigner les microbes indésirables, avoir un effet désherbant sur les plantes voisines, le noyer, par exemple, ou la reine des prés, émettre des substances toxiques par leurs racines, toxiques pour les autres plantes. Et puis aussi des molécules qui vont attirer les bons microbes. Je vous en montrerai tout de suite après des microbes utiles aux plantes. Donc, 10 à 40% de la photosynthèse de la plante finissent
en rhizodéposition, comme on appelle ça, c'est-à-dire déposés autour de la racine. Sans compter que des fois la racine meurt, et la plante a beau récupérer 3-4 trucs, une racine morte, ça va être aussi de la matière organique qui a été déposée, introduite dans le sol. Bon, alors avant de mourir, les racines, elles extraient des ressources du sol, toutes celles que nous avons précédemment mis en place par la minéralisation, enfin pardon, par la décomposition ou par l'altération. Et c'est ça, ça monte dans les parties aériennes. Et qu'arrive-t-il aux parties aériennes? Ben, elles finissent par mourir, elles retombent à terre, et elles déposent en surface du sol des tas de choses qu'elles ont extraites, qui ont été extraites en profondeur. Vous le voyez, ce brassage? Alors évidemment, c'est moins fort qu'un brassage de vers de terre, c'est peut-être un peu moins fort que le brassage lié à la circulation d'un animal qui se contente de faire des galeries, mais c'est quand même un brassage, et dans certains écosystèmes, c'est même le seul brassage qui existe. Voilà pour cet agent-là, et qu'est-ce qui me reste en dehors des plantes et des animaux? Alors vous avez raison, la gravité, et en particulier le passage de l'eau, va emmener des petites particules. Mais ça, c'est moins un brassage que quelque chose qui va ségréger les choses en emmenant certaines choses vers le bas. Vous y êtes? Mais vous avez raison, ça joue, et c'est une des raisons pour lesquelles le brassage est utile. Il remonte ce que la gravité et la circulation de l'eau emmènent. Non, il y a autre chose qui peut opérer des transports et des transferts dans le sol. Le mycélium des champignons. Vous avez vu qu'il est de grande taille. Vous avez vu qu'il déplace des choses des zones où il s'est établi vers les zones où il est en train de pousser. Il émet des choses dans le sol. Et en mourant, d'ailleurs, il va laisser de la matière dans le sol. Et c'est si vrai que les champignons déplacent des choses dans le sol que pour le coup, les plantes les ont conviés pour ça. Regardez plutôt. Dans 9/10 des cas, ce que vous appelez une racine contient des filaments de champignons. Ce n'est pas qu'elle soit malade. 9/10 des racines saines contiennent, il s'est coloré en bleu là, des filaments de champignons qui vivent à l'intérieur de la racine, mais qui sont aussi présents dehors. Ce qui fait que cette racine n'est pas une vraie racine. C'est ce qu'on appelle une mycorhize, c'est-à-dire un mélange myco de champignons et rhiza de racines. La plante existe aussi toute seule en surface, et le champignon est aussi présent dans le sol. Et l'intérêt de cette association, qui une fois de plus n'est pas une maladie, c'est comme ça que ça marche, ces racines-là, c'est que la plante donne du sucre aux champignons, un peu comme tout à l'heure aux bactéries dont on avait parlé, elle nourrit le champignon en sucre, qui serait bien incapable de trouver du sucre tout seul sinon. Cependant que le champignon va faire les courses, il va chercher de l'eau et des sels minéraux, de l'azote, du potassium, du phosphore, des oligo-éléments et tout ce que vous voulez dans le sol, dont il garde une partie pour lui et donne une autre à la plante. En fait, grâce à ce réseau de fins filaments, la plante est capable indirectement d'augmenter son contact avec le sol d'un facteur 10 000, sachant que ça coûte quand même moins cher de faire un filament de champignon qu'une racine, pour un coût 100 fois moindre. Une économie d'1 million de fois. Hein, souvent on parle d'optimisation par les sciences de l'ingénieur. 1 million de fois? Vous avez souvent croisé ça, vous? C'est quand même assez fort, d'autant plus que ça ne s'arrête pas là. Comme pour ces champignons, la santé de la racine est absolument vitale, eh bien, ils ont accumulé dans leur évolution plein de mécanismes qui protègent la plante des maladies. Ce n'est pas une protection à 100%, mais ça permet de bien protéger les racines, les protéger un petit peu mieux, parce que pour le champignon, plus la racine est protégée, plus il a à manger. Hein. Ce n'est pas de la générosité. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais vous voyez à quel point donc les plantes, finalement, payent des champignons à déplacer les choses dans le sol. C'est ça l'histoire. Et ça montre bien que même si on est sur des déplacements et des brassages qui sont bien en dessous de ce que font les racines elles-mêmes et bien en dessous de ce que font les animaux, on a aussi un mélange. Et au total, on a un mariage, comme je vous le disais, mais qui est en fait un mariage non pas béni ou organisé par la vie, il est bel et bien chorégraphié par la vie, chorégraphié par des mouvements qui ont une autre conséquence, c'est que ça fait des trous. Trous d'amibes qui se déplacent, trous de filaments de champignons morts, trous de racines mortes, ou encore trous de vers de terre, dans lesquels justement on va avoir l'air et l'eau qu'on a fait rentrer tout à l'heure. En fait, le sol, c'est une sorte de chantilly organisé par le vivant dans un mélange de matière organique et de matière minérale. Alors, là, on a fait le sol, et pour le coup, on voit très bien qu'on a construit finalement la fertilité des sols. Et je voudrais vous montrer que ça a des conséquences qui dépassent le sol lui-même. Et je vais vous en montrer 3.
sont probablement des conséquences majeures pour construire le monde qui nous entoure. Le premier aspect que je voudrais évoquer, c'est le climat. Vous savez que de tout temps, il y a eu de l'effet de serre sur Terre, qui est lié à des gaz qui, dans l'atmosphère, retiennent les infrarouges et réchauffent l'atmosphère. L'effet de serre, c'est d'abord une bonne nouvelle, parce que sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Pas vraiment le genre d'endroit où on pourrait mettre le nez dehors. Hein. Et cet effet de serre, de base, hein, on parlera après de l'excès d'effet de serre lié à l'homme, qui est un problème qui nous ramènera au sol aussi, mais cet effet de serre de base, il est lié en partie au sol, car le sol, vous l'avez vu, il respire, donc il produit du CO2, d'une part. Mais le sol, c'est plus compliqué, c'est là que vous allez voir qu'il se passe des choses dans le sol qu'on a du mal à imaginer à partir de la surface. Que se passe-t-il dans les sols ennoyés, où il y a beaucoup d'eau? Alors, soit des poches du sol où il y a beaucoup d'eau, soit des sols où carrément il y a de l'eau qui affleure. Alors vous ne pourriez pas respirer. Mais figurez-vous qu'il y a des bactéries qui peuvent respirer sans oxygène. Alors c'est assez fort, hein, c'est dur à imaginer parce que tout simplement, vous vivez dans une zone des écosystèmes terrestres où il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes en banlieue, au sens où c'est un peu pavillonnaire, quoi. OK ? Mais le cœur de diversité du sol, il contient des bactéries qui sont capables de respirer en remplaçant l'oxygène par du CO2. Et dans ces cas-là, ça donne du méthane. Ou en remplaçant l'oxygène par du nitrate. Et à ce moment-là, ça donne du protoxyde d'azote, un gaz connu sous le nom de gaz hilarant. Mais tout ça, c'est des gaz à effet de serre, le méthane étant même 50 fois plus efficace que le CO2, et le protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant, 240 fois plus efficace que le CO2. Le sol est un pourvoyeur de gaz à effet de serre. Bon, et donc, il rend la Terre habitable pour nous, mais en plus, nous, la façon dont on gère les sols va augmenter leur contribution à l'effet de serre. Regardez plutôt. Quand on laboure, on aère le sol. Si vous mettez plus d'oxygène, eh ben les bactéries et les champignons du sol, les bactéries surtout, on verra que les champignons n'aiment pas trop le labour, elles respirent mieux et plus. Et d'ailleurs, vous voyez, ces sols sont très pauvres en matière organique, ils ne sont pas très foncés. Parce qu'ils respirent à fond, plus on laboure, plus on libère de CO2. L'humanité a libéré 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère par le labour sur plusieurs millénaires que depuis le début de l'ère industrielle. Les 2 tiers du CO2 libéré dans l'atmosphère par l'homme l'ont été par le labour. Quand on irrigue, on crée des sols qui vont se mettre à produire, bien sûr, du méthane ou du monoxyde d'azote, du protoxyde d'azote. Surtout si on a un cocktail irrigation plus engrais qui contiennent des nitrates, où vous donnez ce qui permet de respirer. Et ça a des conséquences importantes. Regardez plutôt la carte de France des émissions de protoxyde d'azote. Alors là, c'est beau comme tout, parce que vous voyez les zones agricoles. Vous voyez très bien le bassin parisien, la plaine du Rhin, la vallée de la Saône, puis du Rhône. Vous voyez la Limagne. Alors là, la Limagne, c'est merveilleux. Hein. Vous voyez le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes. C'est pas beau, ça? En fait, c'est les zones où il y a de l'eau, ou bien on en ajoute, et on met du nitrate. Par contre, le sud de la vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon, là, les sols sont plutôt secs, il n'y a pas beaucoup d'eau, et donc, c'est des sols qui produisent peu de N2O. 80% de la production de protoxyde d'azote par l'homme en France est liée à la façon dont nous gérons les sols. Et ça, c'est vraiment paradoxal, parce que finalement, vous voyez que les sols sont un problème aussi dans l'effet de serre, alors qu'ils devraient être une solution. Regardez plutôt. J'appartiens à une initiative, le 4 pour 1000, qui part d'un calcul tout bête. Si tous les ans, on augmentait de 0,4% la quantité de matière organique dans le sol, 0,4%, c'est 4 pour 1000, d'où le nom, eh bien, ça mettrait du carbone qui mettrait du temps à ressortir. Et on immobiliserait l'équivalent du CO2 produit par l'homme dans l'atmosphère cette année-là. Sachant que le temps de séjour de la matière organique est de 100 à 200, 300 ans, le temps de créer ce stock de carbone, on en a pour 100, 200, 300 ans avant que ce carbone ressorte. C'est un immense volet pour immobiliser du carbone qui vaut bien les forêts, parce que vous savez quoi, les forêts, quand on les a plantées, nos enfants, en dehors de voir de la forêt, ils ne peuvent rien en faire. Alors que si vous remettez de la matière organique dans le sol, eh ben, après vous faites ce que vous voulez avec le sol. Alors peut-être pas le labourer, on en reparlera, mais au moins, vous laissez le choix de l'usage du paysage à vos enfants. Oui, parce que vous savez, la compensation carbone, ça revient à planter
C'est des monceaux de déchets qu'on met dans le paysage. Alors peut-être qu'on trouve que c'est des jolis déchets parce que c'est de la forêt, bon, c'est de la plantation. Hein. Mais c'est quand même des monceaux de déchets qui occupent le paysage. C'est vos déchets que vous imposez dans le paysage de vos enfants. Alors que la matière organique dans le sol, bah, on vient de dire qu'il n'y en avait plus trop dans les sols agricoles, et on va voir tout à l'heure que ce serait bien d'en remettre. Alors quelle matière organique? Bah, du fumier, par exemple. Et puis notamment, je pense au fumier de l'animal qui consomme d'ailleurs le plus enfin, qui produit le plus de fumier en France. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors j'ai le... Alors il y a le porc, oui, qui d'autre? La vache? Non, c'est l'homme. Ah, et oui, c'est vrai. Une solution, c'est de mieux gérer la portion de matière organique qui se trouve dans nos poubelles et de la restituer au sol plutôt que de la brûler. En plus, dans nos poubelles, en France, il y a la moitié des besoins de l'azote, alors sous forme d'azote organique, de l'agriculture. Vous voyez que, en fait, le sol peut être une solution à l'effet de serre, mais on le méconnaît à ce point qu'on n'y pense jamais comme tel et que pour l'instant, il n'est qu'un des facteurs aggravant notre contribution à l'effet de serre. Ça montre bien qu'il est important de connaître les sols, mais c'est loin d'être leur seule fonction à l'échelle globale. L'autre fonction, c'est de construire le cycle de l'eau. Avant les sols, quand il pleuvait, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait une espèce de dynamique d'oued, et l'eau ruisselait à toute vitesse vers l'aval, entraînant tout ce qu'elle pouvait. Il n'y avait pas de lit de rivière, hein. Il y avait des oueds gigantesques qui déferlaient pendant quelques heures après les pluies, et puis c'était fini, ça séchait. Aujourd'hui, quand il pleut sur le sol. Et le sol, vous avez vu tous ces trous qu'on a fait tout à l'heure? C'est une éponge. Une éponge avec des trous qui retiennent l'eau, d'autres qui ne la retiennent pas, mais le temps que l'eau trouve la sortie, ben, ça prend du temps, et donc quand il pleut, l'eau est stockée dans le sol. Il n'y a pas de crue gigantesque après les pluies. Bon, sauf quand il y a des très très grosses pluies ou qu'on a transformé les sols en dalles de béton. Là, évidemment, ça se passe mal. Alors, c'est important parce que ces réserves d'eau dans le sol vont permettre d'alimenter les plantes et Dieu sait qu'elles en ont besoin. Oui, il n'y aurait pas de plantes s'il n'y avait pas cette réserve d'eau épongée, si j'ose dire, retenue par le sol. Pensez qu'un hectare de forêt, ça consomme 30 tonnes d'eau par jour. Il faut retenir de l'eau, hein. Mais en fait, réfléchissons. Bon, vous savez qu'un mètre carré de sol, hein, c'est 1,5 tonne de sol. Ça retient entre 50 et 150 litres d'eau. On peut faire le calcul différemment. 30 tonnes d'eau pour un hectare, ça fait une pluie de 3 mm sur tout l'hectare. Or, il n'y a des feuilles, en tout cas des feuilles fonctionnelles, qu'en gros 200 jours par an. Le résultat, l'eau ne s'évapore pas par les feuilles, donc les plantes, elles ont besoin de 200 jours, soit 600 mm d'eau par an. Ben, ça tombe bien, en dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Au-dessus de 600 mm, il y a des forêts. Et d'ailleurs, quand vous êtes bien au-dessus de 600 mm, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une partie de l'eau qui ne repart pas par la sève et l'évaporation dans les feuilles, et qui repart en ruissellement retardé dans des rivières, ce qui fait que vous n'avez pas d'étiage, ou les étiages sont retardés, vous avez même des rivières qui fonctionnent entre deux pluies. C'est l'eau qui a fini par trouver la sortie avant de se faire prendre par des plantes. Vous y êtes? Ça construit les rivières et le cycle de l'eau tel qu'il existe maintenant autour de nous. Et pour illustrer attentivement les fonctions de rétention d'eau des sols, je vais vous emmener dans des sols qui sont paroxystiques de ce point de vue-là. Ça va être un peu exotique. On va dans les Andes, mais on aurait pu prendre une autre montagne, hein, sous les tropiques, et on va dans des écosystèmes qu'on appelle les paramos, des écosystèmes absolument géniaux, des écosystèmes vraiment passionnants pour leur diversité végétale, mais aussi pour le fonctionnement de leur sol. Effectivement, pour des raisons complexes, que j'explique dans mon livre, mais qu'on va prendre, on ne va pas détailler, la matière organique se décompose très 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 lentement. Et vous voyez, c'est tout noir, hein, le sol. Et en fait, ces sols ont entre 8 et 900 tonnes de carbone par hectare. C'est de la pure matière organique qui retient l'eau avec une efficacité monumentale, parce que la matière organique, c'est affine pour l'eau. Un peu comme le coton. Ces sols-là retiennent 2,5 fois leur volume en eau. Alors ça veut dire que quand il a bien plu dessus, c'est des gels. On a ça à un seul endroit en France, on a des choses qui ressemblent à ça, c'est au sommet de l'Égual. Quand il a bien plu après les épisodes Cévenol, on a des sols qui sont un peu gélatineux comme ça. Moi, j'allais sauter là-dessus avec mes étudiants, quand j'étais prof à Montpellier. Pendant les épisodes Cévenol, on allait sauter sur ces trucs-là le week-end, et à 10 mètres, vous sentez que quelqu'un est en train de sauter, ça vibre.
Alors, bon, c'est moins développé chez nous, mais dans les Andes, c'est très important parce que ce sont en fait littéralement les châteaux d'eau qui vont lentement alimenter les sources d'eau des grandes cités andines, Bogota, Quito et les autres. Et là, on voit très bien l'importance dans le cycle de l'eau pour l'homme. Ce sont les réserves en eau de ces villes. Alors, ces sols-là sont extraordinaires, mais c'est un paroxysme d'une fonction qu'on a dans tous les sols, la capacité à retenir l'eau. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez que le climat et le cycle de l'eau ont été complètement façonnés par les sols, et ce n'est pas tout. L'autre chose, c'est la mer et les océans. Vous savez, dans la mer et dans les océans, il n'y a pas de sol. Quand il y a un cadavre, il sombre. Et si vous êtes au milieu de l'océan, ben, il sombre à 3, 4, 5 km de profondeur. Là, il va peut-être se décomposer, il va peut-être libérer de l'azote et du phosphate, mais pour les algues qui sont au soleil, bernique. Et en fait, l'océan est une gigantesque machine à exporter l'azote, le phosphate, le fer, bref, tout ce qu'il faut pour faire des vivres des algues et ensuite des animaux qui mangent les algues. C'est une gigantesque machine à s'appauvrir. Et d'ailleurs, quand on regarde l'endroit où sont produits, où vraiment il y a de la vie, il y a des algues qui poussent, des petits animaux qui mangent des algues, des plus gros qui mangent des petits, des plus gros encore qui mangent les gros, et puis des pêcheurs qui mangent les plus gros, eh ben, c'est sur le littoral. Là, je vous emmène dans mon île en Bretagne, hein, on est à Belle-Île-en-Mer, et alors, entre nous, ne le répétez pas, il y a les meilleurs trous à crevettes de la famille, là. Là, derrière ce rocher, alors je ne vous montre pas exactement où, moi, j'ai fait une fois 2 kilos en 10 minutes. Mais du bouquet, hein, du vrai. Un truc sérieux. Et d'ailleurs, on voit très bien que c'est productif, parce que l'eau, elle n'est pas bleue, là. La couleur de l'eau, c'est bleu. Elle est verte, parce qu'il y a plein d'algues. En fait, plus globalement, quand on regarde où est-ce qu'il y a de la masse vivante qui est produite, eh ben, c'est toujours le long des continents. Pourquoi? Parce qu'au milieu des océans, je vous l'ai dit, c'est une machine à s'appauvrir. On expédie loin de la lumière, tôt ou tard, tout ce qui permet de faire des algues et de les faire se développer. Par contre, sur les littoraux, vous avez toutes ces rivières qui sont issues des sols. Je vous l'ai dit à l'instant. Et donc, qui ont emporté une partie de cette fertilité qu'on a fabriquée, vous vous souvenez au début, tous ces sels minéraux qui viennent de la décomposition de l'altération, eh bien, une partie de tout ça qui part dans la rivière, qui arrive à des fleuves et qui se termine en fertilisant le littoral. C'est sur le littoral qu'il y a du poisson à pêcher. D'ailleurs, les pêcheurs ne s'y trompent pas. Suite au Brexit, ils n'ont pas envie de faire 50 bornes pour aller vers le milieu de l'océan. Ils ont envie de continuer à aller pêcher dans les eaux de Grande-Bretagne, où on trouve tous les sels minéraux des grands fleuves de Grande-Bretagne. Ouais. On trouve tous les sels minéraux venus des grands fleuves du continent, mais qui passent dans les eaux britanniques. Et on comprend que le Brexit, bah, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, les Anglais ils se sont barrés avec la fertilité de nos fleuves. Alors on comprend qu'ils soient partis, parce que ce n'est pas comme si la Grande-Bretagne était entre l'Irlande et la France. Là, évidemment, ce serait aberrant, mais comme ce n'est pas le cas... Ah. En tout cas, vous voyez que l'actualité et ce problème de Brexit, c'est en fait une histoire de sol. Ce sont les sols qui fertilisent l'océan à portée de sol, c'est-à-dire à l'estuaire des rivières. Et donc, vous réalisez que sur cette image, il n'y a pas que les tomates, il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que le gruyère, il n'y a pas que la salade, il n'y a pas que le pain qui viennent des écosystèmes terrestres. Des sols, pardon. Il y a aussi mes fruits de mer qui sont nourris d'une fertilité qui vient largement des sols. Sans sol, il y aurait beaucoup moins à manger dans l'océan. Et vous voyez que finalement, ce sol, il a plein de conséquences hors de lui sur le climat, le cycle de l'eau, la fertilité des océans, et au fait, bah, que ce soit sur Terre ou dans l'océan, c'est ce qu'on mange. Dans tout ça, il convient de voir que cette vision qu'on a maintenant des grands mécanismes dans les sols, elle permet de revisiter un certain nombre de pratiques qu'on a par rapport au sol, et elle nous dit un petit peu qu'on ne fait peut-être pas tout bien. Suivez-moi plutôt. Le labour. Alors, indubitablement, il y a des avantages au labour. Hein. Nos anciens ne sont pas des fous. S'ils ont commencé à labourer, bah, c'est que ça désherbe, c'est qu'ensuite, ce qui germe pousse mieux en l'absence de toute compétition, l'eau rentre mieux dans le sol. Ok, mais le labour, c'est pas très bon pour la vie du sol, qui n'est pas habitué à être perturbé aussi fortement. Je vous rappelle que la plus grosse perturbation, c'est la perturbation de vers de terre. Et les oiseaux qui volent là derrière, ce qui n'est d'ailleurs pas un outil de labour, mais un outil qui griffe le sol pour semer des graines, qu'est-ce qui
c'est même pas un labour. Hein. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les oiseaux? Est-ce qu'ils viennent voir la marque du tracteur? Non. Ils sont en train de boulotter des vers de terre. Mais moi, j'ai pas mal aux vers de terre quand je vois ça. Moi, je suis mycologue. En fait, ma spécialité, c'est les champignons. Moi, j'ai mal aux champignons. Vous comprenez bien qu'un organisme délicatement filamenteux comme un mycélium, il se trouve broyé là-dedans. Et d'ailleurs, on sait très bien que quand on laboure, il y a des espèces de champignons qui disparaissent. Il y a moins d'espèces de champignons. Alors maintenant, quand on regarde le nombre d'espèces de bactéries, il y a plus d'espèces de bactéries. Pourquoi? Vous oxygénez, donc vous avez des bactéries qui ont besoin de beaucoup d'oxygène pour se développer, qui vont être capables de se développer, qui ne se seraient pas développées sinon. Et puis, comme il y a moins de champignons, il y a moins de compétition et il y a des bactéries qui ne supportent pas la compétition des champignons qui arrivent à se développer quand même. Alors vous allez me dire, Marc-André, voyons, quand je regarde ça, au total, en nombre d'espèces, je m'y retrouve. Ah oui, mais pas en fonction. D'abord, des molécules comme la lignine, qui est un composant un peu résistant des végétaux, qui représente quand même 30% de la masse végétale, il n'y a que les champignons qui la décomposent. Ensuite, les bactéries, elles ne font pas de mycorhize. Vous y êtes? Donc vous perdez une diversité fonctionnelle, vous perdez des fonctions. Alors, comme vous respirez plus, on l'a dit, ça détruit la matière organique. Et quand vous regardez la carte de France de la teneur en matière organique, vous voyez que c'est bien en Normandie, c'est bien là en montagne ou des forêts. Vous voyez d'ailleurs, si vous vous arrachez bien les yeux, vous voyez la forêt de Fontainebleau et la forêt de Compiègne. Mais par contre, dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, cette fois-ci dans le Languedoc-Roussillon, la plaine de Rhône, Saône et la plaine du Rhin, ou la Limagne, vous voyez très bien que les sols sont très appauvris en matière organique. Et vous vous rappelez ce que ça veut dire? Il lutte moins bien contre l'effet de serre, puisqu'il stocke moins de carbone. Il y a moins de bactéries et de champignons qui peuvent se développer parce que il n'y a pas grand-chose à manger. Et puis il y a plein d'autres problèmes, notamment la matière organique, c'est quelque chose qui donne de la cohésion au sol. C'est gluant. Et ça tient les morceaux de sol entre eux. Quand vous labourez, vous avez moins de matière organique et non seulement vous avez moins de racines et moins de filaments de champignons qui retiendraient le sol, mais en plus vous avez moins de matière organique qui colle les morceaux de sol ensemble et vous avez une érosion catastrophique. Une érosion catastrophique à laquelle on est habitué. On est tous habitués à ce que les rivières charrient de l'eau un petit peu jaunasse, beigeasse, alors que si vous allez en forêt, là, pas de labour. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien dans l'eau, mais il y a beaucoup moins de choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'eau qui entraîne les sols qui sont labourés. Dans certains climats, il y a le vent. Et c'est ce qui s'est passé avec des pratiques de travail du sol un petit peu excessives aux États-Unis, au Texas, dans les années 20-30. Certaines méthodes inappropriées à ces sols-là ont pulvérisé le sol, et ensuite, lors de périodes sèches, vous avez eu des vents de sable titanesques qui ont décapé le sol de certaines exploitations, en enfouissant d'autres exploitations sous une espèce de poudre de sol complètement inutilisable. Ça s'est appelé le Dust Bowl, et ça a inspiré à Steinbeck Les raisins de la colère, qui raconte tout ce prolétariat d'origine rurale qui déferle sur les villes complètement ruiné et un peu en colère. Parce qu'en fait, ils avaient juste fait ce qu'on leur avait dit de faire. Ça a inspiré à Roosevelt cette phrase qu'un peuple, qu'un pays qui abîme ses sols, abîme son destin. Propos dont je ne sens pas inspirer beaucoup les politiques modernes, même aux États-Unis. En tout cas, vous voyez que l'érosion par le vent ou par l'eau, c'est quelque chose d'important. Et souvent, quand vous vous baladez autour des grandes villes antiques du bassin méditerranéen, vous vous dites « Ah oui, les sols sont pauvres et squelettiques. Hein. » Ah oui, c'est les sols méditerranéens. Non, c'est 5000 ans de labour. Et aussi un peu de surpâturage, pour être honnête, parce que ça met aussi à nu le sol. Mais c'est tout, c'est 5000 ans de labour. Et alors, ça prend du temps de décaper un sol, mais en fait, un sol travaillé s'érode 10 à 20 fois plus vite qu'un sol standard, et ça dépasse sa capacité à se reformer. L'histoire de l'homme, c'est une explosion de l'érosion, tant et si bien qu'aujourd'hui, sur les en gros 80 millions de tonnes de sédiments qui retournent tous les ans dans l'océan, de sol qui retournent tous les ans dans l'océan, on pense que l'homme est responsable, selon les auteurs, de 50 à 98% du total.
nos sols sont en train de fondre sous nos yeux. Et donc vous voyez que ce labour qui désherbe, qui aère et qui rend poreux, et puis qui remonte la fertilité, vous aviez raison, la pluie emmène la fertilité vers le bas. C'est un méga travail de vers de terre. Il est très intéressant à court terme, nos anciens s'y sont pas trompés, mais à long terme, il perturbe la vie du sol, il détruit la matière organique du sol, et donc toutes ses fonctions de stockage du carbone, de cohésion du sol, de rétention de l'eau. Et il entraîne une érosion accrue qui en font une très mauvaise idée à long terme. Aujourd'hui, fleurissent des agricultures sans labour. Et vous avez à droite un sol non labouré et à gauche un sol labouré. Vous voyez très bien que le sol non labouré est plus riche en matière organique. Ah oui. Et qu'il a plu quelque temps avant. Le sol de gauche est complètement tassé par le passage des engins agricoles. Il n'arrive pas à se détasser parce qu'il n'y a pas de matière organique qui stabilise sa structure. À droite, on a beau faire passer des engins agricoles, la structure reste aérée parce qu'il y a de la matière organique qui colle les morceaux de sol et qui stabilise les trous. Il y a plus de vie, donc il y a plus de trous qui sont faits. Et à droite, le sol, d'ailleurs, il apparaît un petit peu plus haut et il est parfaitement drainé. Mais en fait, paradoxalement, il retient mieux l'eau, mais dans sa base et pas en surface. Bon, aujourd'hui, on sait faire sans, dans beaucoup de cas. La question, c'est maintenant de trouver des équilibres techniques dans tous les cas. Bon, le labour. Mauvaise bonne idée, à long terme en tout cas. Après, il y a tout ce qu'on amène au sol pour l'aider à fonctionner. Par exemple, on amène des pesticides. Alors, sans rentrer dans une grande controverse sur le glyphosate, vous voyez que le glyphosate n'est pas très très bon pour les œufs de vers de terre. Et c'est dommage parce qu'après le labour, il ne reste que des œufs. Le reste a été bouffé par les oiseaux. Le glyphosate, il n'est pas très bon pour les spores des champignons mycorhiziens, ceux qui interagissent avec les racines des plantes. Et c'est dommage parce qu'après un labour, il ne reste que les spores. Les filaments, ils ont été détruits, ok, en tout cas beaucoup d'entre eux. Donc on voit que les pesticides, c'est pas toujours... Alors, vous allez me dire, mais c'est pas grave, si on n'a plus de champignons mycorhiziens, on va mettre des engrais minéraux. Oui, vous voyez que les pesticides finissent par rappeler les engrais. Alors justement, parlons 2 secondes des engrais. Quand on met des engrais, la plante, elle nourrit plus le champignon, puisqu'elle peut avoir elle-même, à proximité de la racine, énormément de ressources. Et donc, il y a moins de champignons mycorhiziens. Mais vous remarquez que le nombre de champignons pathogènes ne change pas. Mais vos racines sont moins protégées au passage. Et donc, vous allez être obligé de mettre des pesticides. Vous saisissez qu'on a là un système où les engrais minéraux appellent les pesticides appellent les engrais minéraux. Alors, ce schéma-là, il a nourri l'humanité et il nous a tiré des famines, d'accord? Mais aujourd'hui, on se dit que, bon, on aimerait avoir un peu moins de pesticides, on aimerait trouver d'autres itinéraires techniques, et puis, surtout, on aimerait utiliser moins d'engrais minéraux, parce que d'abord, ça coûte cher en énergie fossile, et puis les engrais minéraux, ils suivent le chemin de la fertilité des sols. Ils passent dans l'eau, et on les retrouve sur le littoral, et ça fait toutes les marées d'algues vertes et les marées d'algues brunes qui empuantissent, voire même, bon, le H2S, c'est pas très bon pour la santé, voire même dégradent la santé des habitants des littoraux. Mais tout ça, ce n'est pas encore les vraies mauvaises nouvelles. Parce que ça, c'est des choses qui abîment les sols, mais ils sont toujours vivants, il se passe toujours quelque chose dedans. Il n'y a pas de sol mort. Non, ceux qui tuent les sols, ce n'est pas les agriculteurs. C'est les citadins. Quand ils agrandissent leurs villes. Et l'agrandissement de nos villes vers leur périphérie, alors même que les centres-villes dépérissent pendant ce temps-là, c'est une espèce de ronde sorcière, pour le coup. Les centres-villes crèvent et les villes grandissent sur les côtés. Et bien ça enfouit bel et bien les sols, comme par exemple ces magnifiques sols du plateau de Saclay, qui sont aujourd'hui enfouis sous un projet scélérate, qui est le grand campus de Saclay, alors que les scientifiques avaient tout, et les universitaires avaient toutes les baraques qu'il leur fallait. Ça, on est habitué à vivre dans des taudis en recherche. Question d'entraînement. Donc on pouvait très bien continuer à vivre dans nos taudis. On nous a construit une cathédrale de béton où on n'a même pas l'argent pour les fluides. Bon, enfin bref. Et on enfouit un des sols les plus productifs de l'Île-de-France. Or, ce rythme d'enfouissement des sols sous l'extension des zones urbaines, il nous prive d'un département tous les 7 à 10 ans de surface agricole. Parce que les villes grandissent là où elles sont installées. Et elles ont été installées évidemment au milieu des grandes plaines agricoles. On ne les a pas installées là où il n'y avait rien à manger. Donc c'est sur des terres fertiles qu'elles grandissent. Tant si bien que la France, qui se croit encore un grand pays agricole, aujourd'hui, elle se croit un grand pays agricole parce qu'en euros, notre balance commerciale est excédentaire, mais on vend des trucs chers comme du cognac, du champagne, des choses comme ça. En calories, nous sommes déficitaires, nous sommes sous dépendance. Et d'ailleurs, revenons à un point géopolitique, du coup,
quand les greniers à blé s'effondrent, eh ben, les prix des pâtes augmentent en France, et ensuite les gens sortent dans la rue. Et pendant ce temps-là, on continue à bétonner des sols agricoles. Vous sentez la logique? Vos impôts, avec le campus de Saclay, fomentent les révoltes de demain. Et ça, c'est gravissime, parce que les sols, vous ne les refaites pas comme ça. Ça ne se refait pas d'un claquement de doigts, les sols. C'est des choses, pour faire un sol fertile, il faut un millénaire, au moins. Et donc, le vrai problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que là où on les abîme, on ne peut pas les refaire. Il faudrait les gérer en patrimoine. Malheureusement, aujourd'hui, notre façon de les gérer abîme les capitales, alors qu'on ne devrait en prélever que les intérêts. Alors, ça peut paraître un peu triste, parce que vous voyez que l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation menacent nos sols, mais en réalité, si demain nos concitoyens achètent des produits d'une agriculture qui respecte plus les sols, choisissent des plans d'utilisation des sols qui sont plus respectueux des sols agricoles et des sols fertiles, il est encore temps de réagir. Là, il n'y a pas une mauvaise nouvelle irrémédiable. C'est juste que il est temps de se réveiller. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous et n'oublions pas qu'au total, nous avons vu un objet absolument somptueux. Un objet plein de vie, construit par la vie, une vraie cathédrale, où en plus il y a de l'animation à cause de la vie, et qui a des conséquences qui construisent le monde tel que nous le connaissons, et maintenant que nous savons comment nous le piétinons, nous pouvons aussi savoir, en creux, comment l'entretenir mieux, et finalement, si vous aimez cette surface des écosystèmes terrestres qui vous entourent, eh bien, sachez gérer les coulisses. Les coulisses, c'est le sol, et ce sol, il est l'origine du monde tel que nous le connaissons. Ça pourrait presque être le titre d'un livre, si ce n'était pas déjà le titre d'un tableau. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire dont j'espère qu'elle vous aura fasciné pour ce qu'on regarde si peu d'habitude. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je fais circuler un micro. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Bonjour, merci. Moi, je me posais une question. J'avais l'impression que la réelle différence d'évolution de la matière organique entre une agriculture à labour et une agriculture de conservation, c'était surtout les couverts qui étaient mis en place et qui étaient réincorporés dans le sol. Et j'avais l'impression que le labour était au final représenté plus epsilon. Donc ce que vous dites m'interroge un peu. Vous pouvez développer? Alors, vous avez raison. Les gens qui ont pris conscience que quand on laboure, il n'y a plus de matière organique dans les sols, ils ont agi de deux façons pour reconstituer ces stocks. Peut-être même trois d'ailleurs. Première façon, on laboure moins, donc la respiration est plus lente. Et la matière organique reste plus longtemps. Donc ça fait un plus grand stock. Deuxième chose, souvent ces gens procèdent avec des engrais qui ne sont pas des engrais minéraux. Ce n'est pas des sels minéraux qu'ils amènent, mais c'est du fumier et des engrais organiques. Donc ils amènent en fait l'azote, le phosphate sous une forme organique. Et puis ils attendent, c'est la décomposition qui libère la fertilité. Puis souvent, ils font une troisième chose qui limite l'érosion et qui va ramener encore la matière organique. Ils font ce qu'on appelle des cultures dérobées, ou des cultures intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre deux récoltes, vous semez quelque chose pour l'hiver, qui va pousser, vous n'allez pas le récolter. Ça peut être une plante fixatrice d'azote, ou une plante qui va juste recapter des ressources dans le sol, et puis vous allez la tuer avant de semer l'année suivante. Donc, souvent, ces agricultures qui essaient de respecter les sols et de les couvrir en permanence, elles amènent de la matière organique de trois façons. Moins de respiration, éventuellement des engrais organiques, et la matière organique des cultures dérobées. Le problème, là où gît le hic, c'est que souvent, au moment où vous allez semer, je sais pas, votre blé l'année suivante, il faut abattre toutes ces plantes qui ont poussé. Alors, il y a des méthodes de broutage, ou des méthodes qui consistent à semer des plantes qui gèlent en hiver. Voilà, vous n'êtes pas trop ennuyé. Mais enfin, quand même, souvent, on a recours au glyphosate, un herbicide, pour faire place nette. Un sol non labouré, couvert en hiver, traité au glyphosate, est beaucoup plus vivant qu'un sol labouré. Il n'y a pas photo. Mais ce n'est pas encore parfait, vous le sentez bien. Et donc, il reste encore à trouver des itinéraires techniques, des façons de faire, peut-être d'autres herbicides, qui permettraient d'optimiser encore le système. Mais d'ores et déjà, on récupère énormément en ne labourant plus, et ça va souvent de pair, vous avez tout à fait raison, avec des semis de plantes en hiver qui servent de couvre-sol et qui vont amener de la matière organique après.
Du coup, sur ces deux thématiques, laquelle est la contribution la plus importante? L'arrêt du labour. L'arrêt du labour. C'est une des raisons pour lesquelles l'agriculture bio, qui laboure, mais qui n'utilise plus d'engrais minéraux, puisqu'ils sont produits par l'industrie et donc elle prend que du fumier, l'agriculture bio ne fait pas un très gros effet sur les sols. C'est mieux, mais ce n'est pas encore génial. La perturbation mécanique, un sol pauvre en matière organique, il en a existé tout le temps. Mais la perturbation mécanique du labour, ça n'a jamais existé. Donc les organismes du sol, ils ne sont pas sélectionnés pour résister à ça. Ils sont adaptés à ce que leurs ancêtres ont vécu. Et à ce à quoi, en fait, leurs ancêtres ont survécu. Donc il n'y a pas photo, hein, c'est le labour, la perturbation majeure. Mais après, ça ne veut pas dire qu'en mettant plus de matière organique, vous ne gagnez pas des points, qu'en mettant des plantes en hiver, vous ne gagnez pas des points, et qu'en évitant le glyphosate, vous ne gagnez pas des points. Vous y êtes. Mais le problème, c'est que plus vous mettez de contraintes, plus on rentre dans la zone où on ne sait pas toujours faire, quel que soit le type de sol ou quelle que soit la culture qu'on l'on vise. Et ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas faire. Merci. Hein, je veux dire, la recherche, elle est encore ouverte, là. Est-ce qu'il y a une question encore? Oui, monsieur. Oui, dans votre exposé, vous avez dit qu'il y a plusieurs régions du monde où il n'y a pas de vers de terre. Sur la raison, et s'il est possible d'introduire des vers de terre pour les fertiliser dans ce... Alors, les régions du monde où il n'y en a pas beaucoup. Il y a des portions, vous voyez, certains types de sols, comme les sols de lande ou certains sols forestiers assez acides où il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce n'est pas très bon en termes de fertilité. Je rappelle que les landes bretonnes, on doit mettre des trucs à pâturer dedans, on ne sait pas trop quoi en faire. Il n'y a pas grand-chose qui pousse bien ou vite. Et puis, il y a l'Amérique du Nord. Alors, en fait, il y a une ou deux petites espèces de tout petits vers, mais pratiquement rien. En Amérique du Nord, il semblerait que les glaciations successives ont là, pour une raison pas bien claire, conduit à l'extinction des vers de terre. Alors, peut-on les réintroduire? Je vais vous dire, la question ne se pose pas s'ils sont revenus tout seuls avec l'homme, d'Europe et d'Asie. Et là, c'est un vrai massacre écologique, parce que les plantes ne sont pas adaptées à cette perturbation. Leurs racines ne sont pas du tout adaptées à la perturbation des vers de terre. C'est toujours cette histoire qu'on est adapté à ce que nos ancêtres ont vécu. Et c'est que par hasard qu'on peut survivre à des choses auxquelles ils n'ont pas été sélectionnés pour survivre. Et donc, ça défavorise les plantes indigènes, ça rend les sols plus riches. Alors vous allez me dire, bonne nouvelle, sauf que les plantes indigènes étaient faites pour des sols moins riches, donc vous perdez la biodiversité de plantes indigènes. Et qu'est-ce que ça facilite? L'invasion par des plantes européennes ou asiatiques, qui elles sont parfaitement adaptées à ça et se trouvent dispensées du coup de la concurrence des plantes locales, qui était une concurrence double, enfin, qui était défavorisée par la présence de ces plantes et par le fait que les sols n'étaient pas riches. Donc, en introduisant des vers de terre, en fait, vous faites le lit d'invasion dramatique par des plantes européennes. Dans le Montana, par exemple, hein, vous avez des champs où il n'y a que des plantes européennes. Des centaurées, des graminées d'Europe, avec ça. Et des vers de terre. Alors effectivement, c'est sans doute un peu plus fertile que ce qu'on aurait sinon, mais l'autre problème, c'est que ces plantes introduites ne sont pas forcément sélectionnées pour résister aux épisodes climatiques rares qui peuvent se produire dans ces coins-là. Donc vous ne faites pas forcément des écosystèmes plus résilients, hein. Attention. À court terme, ils sont plus productifs éventuellement, mais... Et puis en termes de biodiversité, ils ne sont pas très, très, très riches. Et si jamais une maladie européenne s'introduit là-dedans, alors là, vous risquez de décimer 50% de la diversité de vos champs qui est faite de 2 espèces. Enfin, de vos pâtures, je veux dire. Donc ça s'est produit et c'est une très mauvaise nouvelle. Ça montre aussi une chose, hein, c'est que le ver de terre qui est bon chez nous n'est pas bon là-bas et qu'il faut aussi en écologie penser local. Avis aux amateurs d'introduction de plantes exotiques ou aux gens qui introduisent dans les sols des microbes miracles vendus dans le commerce qui viennent du Japon ou d'ailleurs. Il faut penser local. Quand on ne pense pas local, ce n'est pas forcément adapté, puis des fois on fait des bêtises. Mais ça, c'est une leçon qu'on peut tirer voilà, dans le choix aussi des espèces pour la forêt française. Aujourd'hui, on veut nous imposer, nos impôts payent l'introduction d'espèces exotiques, dont on sait très bien qu'elles ne sont pas forcément adaptées au changement climatique à venir, que certaines deviennent invasives. Oui, vous pensez qu'en France, vos impôts servent à planter du chêne rouge dans certaines régions, alors que les impôts des Polonais servent à enlever le chêne rouge pour arriver à avoir quand même quelques autres plantes. Parce que le chêne rouge, une fois qu'on en a un peu, ben voilà. Donc aujourd'hui, hein, on a des tas de gens qui
pense que l'introduction d'espèces exotiques est une bonne idée, alors que non. S'il y a un changement climatique, il suffit de prendre les plantes qui poussent dans le même climat que celui attendu, à côté de chez nous. Solution périlocale, on va dire. J'avais une autre question concernant les plantations d'arbres, notamment. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est nocif C'est quand pas on prendrait nocif. bien sûr des espèces locales, bien sûr. C'est pas nocif, parce que planter une forêt, voilà. Alors, bon, déjà, c'est une plantation. Et la différence entre une plantation et une forêt, c'est pas... Parce que c'est glamour en disant on va replanter des forêts. Mais si on plante, c'est un peu aligné, hein. D'accord? Et en plus, souvent, on a la mauvaise habitude de planter monospécifique. Bon, donc, c'est pas de la forêt, mais c'est des boisements, et après tout, enfin, je veux dire, c'est pas horrible. Simplement, il ne faudra pas les couper, ces arbres. Parce que c'est le fait qu'ils sont là qui stockent du carbone. Vous y êtes? Donc, vos enfants, ils seront obligés de garder les forêts qui sont en fait vos déchets. Alors que si vous remettez de la matière organique dans le sol, vous avez vu, la matière organique dans le sol, elle va lutter contre l'érosion, nourrir des microbes, retenir l'eau, stabiliser la structure du sol. Ça fera des sols plus fertiles, et ils en font ce qu'ils voudront. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planter de forêt. Je dis juste qu'il ne faut pas se laisser abuser par le mot forêt, là. C'est pas si glamour que ça. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qu'on impose à nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? La compensation carbone, je pense qu'on devrait commencer par le 4 pour 1000. Surtout qu'en plus, nos poubelles contiennent de la matière organique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, elle n'est pas à l'endroit où on peut l'enfouir. Mais... Et donc, dans cette matière organique, il y a la matière organique elle-même, et puis si elle se décompose, ça va libérer de l'azote, du phosphate, des choses comme ça. Donc il y a aussi des alternatives au moins partielles aux engrais minéraux. Vous voyez, des fois, quand on connaît un objet bien, même si on sait très bien que la science, elle ne sait pas tout, hein. Dans ce que je vous ai décrit, là, il manque peut-être plein de choses, et il y a sans doute 4-5 erreurs, hein, au moins. Mais quand on a tout ça en main, ça donne des envies d'action positive. Ça ne nous dispensera pas de faire bien attention à ce qu'on fera, parce qu'on va peut-être faire quelques bêtises. Vous savez, les gens qui ont introduit les pesticides ou les engrais minéraux, ils répondaient à des problèmes à un moment, hein. Il fallait plus de famine. Et il n'y a plus de famine. Enfin, il n'y a plus de famine en Europe. Bon. Mais il faudra être vigilant. Mais quand même, vous voyez que quand on sait comment fonctionne un truc, ça donne plein d'envies positives. Eh bien oui. Mais je ne sais pas pourquoi, la discipline qui est la mienne, elle est convoquée que pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Quand on va voir l'ONF pour dire quelles espèces on pense ne pas devoir introduire et d'autres, on est poliment écouté, et quand paraissent les listes réglementaires d'espèces subventionnées à la plantation, c'est comme si on n'avait pas été écouté. Et quand on parle du 4 pour 1000, on a bien du mal à percer le... Voilà, j'essaie de passer en ce moment une tribune pour le 4 pour 1000 dans un grand journal, dans un grand quotidien, pour raconter ça aux gens. On dit, ah non, là, il y a la campagne électorale. On a bien du mal à être promoteur de solutions, et on est réduit à la fonction Cassandre d'expliquer pourquoi ça merde. C'est pour ça qu'il faut écrire des livres sur le sol. Et qu'en fait, ces livres, ils intéressent aussi les citoyens. Bon, c'est une longue réponse, mais vous comprenez mon idée derrière, c'est de dire c'est beau et c'est utilisable. Et ça n'empêche pas de planter aussi des forêts pour compenser, hein, mais... Bonsoir. Bonsoir. En fin de compte, là, vraisemblablement, vous nous avez tout de même décrit des agencements symbiotiques entre les plantes et les microbes, entre autres. Vous êtes d'accord? Oui. Que je ne me trompe pas. Je vous en remettre 2 à l'écran. Et de plus, par rapport à la construction de certaines villes et de ce que vous venez justement d'évoquer par rapport aux forêts, vous indiquez que la projection humaine doit se faire à longue échéance en soi. Du paysage humain doit se faire à longue échéance. Alors, sur les symbioses, c'est-à-dire ces coexistences de 2 espèces à bénéfice réciproque. Je vous en ai montré une avec les mycorhizes, puis un peu plus tôt, je vous avais montré comment certaines bactéries devenaient prodigieusement capables de fixer l'azote en étant associées à des plantes. Donc effectivement, ce que révèlent les sols, c'est que dans le monde vivant, il y a bien sûr des interactions de compétition, il y a des antagonismes. Les microbes ne produisent pas des antibiotiques pour nos pharmacies, hein.
c'est les façons dont ils se tapent dessus entre eux. Il y a de la compétition, il y a du parasitisme, il y a des amibes qui mangent des bactéries. Donc il y a des choses qui se passent mal, mais il y a aussi des choses qui se passent bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, parce que l'interaction entre espèces, il n'y a pas que de la lutte, il n'y a pas que du parasitisme, il n'y a pas que de la prédation. Après, si on va dans un domaine un peu plus philosophique, ben, c'est vrai que nous, on a tendance à faire des gestes qui sont rentables à court terme. C'est typiquement le cas du labour, hein, et indubitablement, ou des engrais, parce qu'en en fait, on est incapable d'incorporer les coûts à long terme. C'est vrai, un agriculteur, quand il met des pesticides, ben, il a une meilleure production, sa trésorerie, alors il faut voir, hein, parce que ça coûte quand même cher les pesticides, mais sa trésorerie se porte mieux parce qu'il produit plus, mais après il va nous coûter un cancer. Alors vous avez peut-être vu la récente étude Agrican, là, hein, qui est une grosse suivi de population agricole, où on découvre des mélanomes bizarres, des cancers, des myélomes assez étonnants qui sont 50 à 70 fois plus abondants chez les agriculteurs que dans la population urbaine, qui pourtant vit dans des conditions moins saines. Alors, on paye ça aussi. Hein. Alors, c'est pas à la caisse du supermarché, ou c'est pas à l'étal du marché, mais c'est dans vos impôts. Hein. La maladie des autres, on la paye, ou dans vos cotisations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a un vrai problème, en fait, d'incorporer les coûts à long terme, et on ne voit que les coûts à court terme. Non, mais l'agriculteur le paye aussi. Je ne suis pas en train de dire que l'agriculteur est entretenu. Mais je veux dire, il est d'abord une victime, là. Okay, mais je veux dire que quelque part, on paye le coût de ça. Puis vous aussi, en tant que consommateur. Vous voyez, par exemple, en France, les cancers pédiatriques, donc les cancers des enfants, ont augmenté de 40% depuis les années 70. Alors qu'on vit plus sainement, et que ces cancers-là, ce n'est pas des cancers de dégénérescence du système, enfin de l'organisme. Ces cancers-là sont liés à la génotoxicité de l'environnement. Ben, notre environnement est devenu plus génotoxique. Et là encore, un enfant qui développe un cancer, c'est de la misère, c'est du fric. Et tout ça, malheureusement, ce n'est pas pris en compte quand vous achetez. Alors, ce n'est pas que les pesticides. C'est aussi tout un tas de molécules qui traînent, comme additifs alimentaires, ou additifs à vos savons, ou additifs à vos produits ménagers. C'est plus compliqué. Mais c'est encore des coûts cachés. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à ménager le long terme. Et c'est un vrai problème parce que c'est très complexe, vous voyez, de voir tous les liens, toutes les choses qui se cachent. C'est pour ça qu'on a besoin de former plus nos enfants et nous-mêmes de lire plus de choses pour comprendre ces liens complexes qui traînent et qui font qu'à un moment, si on peut, il y a d'autres problèmes, hein, je suis d'accord, mais payer 10% de plus son alimentation, ben en fait, c'est pas plus cher. Parce qu'à terme, ce sera 10% de moins d'autres dépenses. Sauf que transitoirement, vous allez encore avoir les autres dépenses du long terme d'avant et vos dépenses d'intégration du long terme d'après. Vous y êtes? Si on passe tous au bio, ben on paiera plus cher notre alimentation et on aura toujours la queue de maladies liées au non-bio. En plus, il y a un problème, c'est que pour sortir de l'ornière, la barrière à passer est un peu haute. Hein. Ça double transitoirement les coûts. Mais à terme, non. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais vous transmettre une question qui nous arrive par Internet, par YouTube. Est-il intéressant d'alterner élevage et culture sur un même sol? Alors, ça, c'est alterner sur un même sol. Il faut. Alors, parce qu'il y a sol et sol. Hein, depuis tout à l'heure, je dis le sol, mais il y a plein de sols et on ne peut pas en faire la même chose. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi intéressant de l'alterner que de raisonner de la façon suivante. Il y a des sols où, de toute façon, on ne fera jamais pousser de salade. Les sols des Landes bretonnes, par exemple. Bon, ces sols-là, vous mettez de la forêt, vous mettez des bestioles à paître. Et puis, vous mangez ça s'appelle de l'élevage extensif. Et alors, vous mangez de temps à autre. Alors, c'est plutôt les mâles qu'on mange, parce que les femelles font des petits. Donc, vous mangez des jeunes mâles et des vieilles femelles. Voilà. Et ça vous donne les 10 à 15 kilos, enfin, les 15 à 20 kilos de viande qui sont recommandés par personne et par an. Je rappelle qu'on est à 100 en moyenne en France. Donc ça vous donne un petit peu de viande à manger et ça vous donne du fumier que vous allez utiliser. Et c'est ça la vraie complémentarité, c'est d'avoir du fumier. En plus des déchets de l'homme, c'est d'avoir des déchets animaux qui vont vous permettre de remplacer les engrais minéraux.
Donc il y a une complémentarité qui n'est pas forcément dans des rotations dans le temps, même si ça peut s'imaginer, hein. Mais il y a une vraie complémentarité entre la culture végétale et l'élevage, qui est autour du fumier comme engrais et comme apport de matière organique d'abord, et puis deuxièmement aussi un petit détail, de temps à autre les animaux ils peuvent manger des cultures dérobées. Vous savez, vous les passez pour tondre ce qui a poussé pendant l'hiver. Moi je connais des vignobles où par exemple ils ont des moutons qui utilisent pour tondre l'entre-rang des vignes avant la sortie des feuilles. Et même, j'en connais, où quand les feuilles sont sorties, alors là les moutons, comme ça bouffent n'importe quoi, il ne faut surtout pas les lâcher. Ils lâchent des poulardes, c'est-à-dire des jeunes poules qui ont beau sauter, souvent elles n'atteignent pas les feuilles, donc elles continuent à nettoyer le tapis végétal. Et donc c'est des vignobles qui produisent en plus du mouton et de la poule. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais ça montre qu'il ne faut pas opposer la production animale et la production végétale. Il y a bel et bien des complémentarités par le fumier et par le contrôle de l'enherbement. Je crois que vous avez une question aussi. Après, on n'est pas obligé de faire ça sur la même parcelle. Et un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, on a spécialisé les régions. Du coup, on se retrouve avec des régions avec des bêtes, et des régions avec des cultures, et là, on est un peu emmerdé, quoi. Ça, c'est sûr. Autrefois, il y avait beaucoup plus de mélange d'intrication, élevage, agriculture. Pardon. Oui, une question, excusez-moi, c'est sur ce que vous entendez par sol, c'est-à-dire à quelle profondeur vous étudiez. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, j'avais compris au début que c'était sur les 10 cm à peu près en profondeur, ce que vous avez. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'après, il n'y a rien, ou c'est progressif, ou tout ça, c'est la première chose. Vous passez d'un sol de surface. Alors, le sol, hein, il faut que j'ai de la matière organique mélangée à de la matière minérale et beaucoup de vie. Mais le problème, c'est que la limite, elle est un peu difficile à définir. Donc vous passez d'une zone de surface où vous avez beaucoup de matière organique, mais pas que. Et puis plus vous descendez, moins vous avez de matière organique, moins vous avez de vie. Parce que quand même, la matière organique, c'est ce qui fait le plus de bactéries, et donc qui nourrit le plus d'animaux, etc., etc. D'accord ? Donc plus vous descendez, moins vous en avez. On dit souvent que 80, c'est des chiffres comme ça qui traînent, qui varient d'un sol à l'autre, mais on dit souvent que 80% de la vie dans les 30 à 40 premiers centimètres. Il y a plein de variantes, avec 80, 90, 70, 20 cm, 30 cm. C'est vrai qu'après, il y a de moins en moins de vie, il y a de moins en moins d'activité. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Puis petit à petit, vous arrivez à de la roche modifiée sans trop de matière organique. C'est ce qu'on appelle l'horizon C, techniquement. Puis quand vous enfoncez encore, vous arrivez à de la roche qui est en place, mais où il y a encore de la vie. Peut-être avez-vous écouté la conférence de Bénédicte Ménez l'autre semaine, où elle vous a raconté cette vie profonde. La vie ne s'arrête pas, mais il y a quand même moins de densité d'êtres vivants, et les modalités de vie ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il n'y a pas les mêmes choses à manger. Vous y êtes ? Donc c'est une continuité. Maintenant, si vous regardez la limite entre ce qu'on pourrait appeler de la roche pas trop modifiée, même s'il y a encore de la vie, okay, et la roche modifiée qui est le début, la partie inférieure du sol, si vous regardez cette limite, à quelle profondeur se situe-t-elle ? En Beauce, entre 1 et 5 mètres. Dans des sols de lande bretonne, entre 50 cm et 1 mètre. Dans des très jeunes sols, sur des pentes de montagne, en Auvergne, sur des pentes de volcans, entre 10 et 40 cm. Dans les zones tropicales, parfois jusqu'à 100 mètres, voire plus. Sur une façade, ah oui, une façade des roches calcaires, vous avez une espèce de patine un peu grise. Il y a des petites algues qui se développent là, et dessous, il y a des algues mortes. Il y a quelques pouillèmes de millimètres de sol. C'est pas épais, mais ça fonctionne comme un sol. Puis dès que ça devient épais, c'est entraîné par l'érosion. Vous y êtes ? Donc cette pellicule-là, elle est d'épaisseur très très variable. Et les biologistes l'arrêtent où commence la roche en place. Et les pédologues, eux, les pédologues, ils vont jusqu'à ce niveau-là. Quand la roche commence à s'altérer, c'est plus de la roche, c'est là que commence le sol. Les biologistes, ils ont tendance des fois à arrêter le sol un peu là où s'arrête la matière organique. Et donc il y a une zone profonde où il y a de la roche un peu abîmée qui est souvent ignorée des géologues et ignorée des pédologues. Il y a une petite zone là qui est un petit peu orpheline de...
J'avais une deuxième question, s'il vous plaît. J'avais une deuxième question, c'est sûr. Vous n'avez pas parlé de refaire les sols un peu. C'est la jachère. Est-ce que ça permet de refaire les sols, de remettre ou... La jachère, elle a ceci de bien, c'est que si jamais vous labourez, c'est un moment où vous ne labourez pas, donc vos effectifs de vers de terre, vos effectifs de champignons vont remonter. De plus, souvent la jachère, on ne récolte pas trop. Elle peut être pâturée, mais s'il n'est pas pâturé, toute la matière organique va tomber au sol. Sans compter les matières organiques racinaires qui restent dans le sol. Vous y êtes, donc la jachère peut être un repos par rapport au labour, et c'est de toute façon un moment où vous avez des plantes qui se développent et qui vont nourrir le sol. C'est-à-dire de leur mort, et puis aussi par rapport aux champignons mycorhiziens ou aux bactéries qui fixent l'azote, de leur vivant parfois. Donc la jachère, c'est pas mal, mais c'est quand même un micro-répit. D'accord ? Et aujourd'hui, on a des méthodes culturales qui n'ont pas besoin de jachère parce qu'en fait, elles utilisent l'hiver comme jachère, avec la culture d'irobé. Vous y êtes ? C'est peinard, ça. Ça veut dire que tous les ans, on produit. Et puis, on utilise l'hiver pour faire venir d'autres plantes qui vont avoir plutôt un rôle d'entretien du sol. Ça vous va comme réponse ? Sinon, vous pouvez préciser votre question, n'hésitez pas. Bon, en fait, le temps passe et donc on va prendre une dernière question pour ce soir. De ce que j'ai compris, les animaux, donc champignons, les hommes, etc., rejettent beaucoup d'azote, de potasse. Pourquoi est-ce qu'on rejette autant? On n'a pas besoin de tous ces éléments minéraux pour faire nos cellules à nous? L'idée, c'est que quand vous brûlez des molécules, c'est bon, je viens de comprendre. C'est la respiration. Certaines de ces molécules, dessus, il y a de l'azote, du phosphate ou des choses comme ça que vous devez retirer d'abord. Vous vous retrouvez finalement à absorber plus d'azote, plus de phosphate, plus de choses comme ça que vous n'en avez besoin. Parce que les molécules que vous utilisez comme telles, vous avez besoin de retenir cet azote, ce phosphate et tout ça. Mais celles que vous brûlez, ce n'est pas des pures molécules de pur carbone. C'est vrai que quand on enseigne la respiration, on enseigne la respiration d'une molécule de sucre. Donc effectivement, ça ne fait que du CO2. Mais en fait, des fois, on respire des acides aminés. Par exemple, quand on jeûne. Alors ça, c'est un cas extrême. Mais quand on mange trop carné, il y a une partie de la respiration qui se fait non pas avec du sucre, mais avec des acides aminés. Qui dit acide aminé dit qu'il y a de l'azote, voire même du soufre. Vous y êtes ? En fait, vous n'avez pas besoin pour faire votre organisme de tout le phosphate, de tout l'azote que vous mangez chaque jour. Prenez un exemple. Moi, je ne grandis pas. La seule chose qui grandit en moi, c'est mes cheveux et mes ongles. Donc j'ai besoin de l'azote, du soufre et du phosphate qu'il faut pour faire plus d'ongles. Mais dans ce que je mange chaque jour, il y a plus d'azote, plus de phosphate, plus de fer que ça. Il est lié, c'est des choses qui sont intégrées dans des molécules que je vais brûler. Et du coup, j'évacue dans mon urine de l'azote et du phosphate. 6 grammes par litre d'azote dans les urines. Du phosphate aussi, ça se voit très bien. Des fois, je ne sais pas si des fois vous avez les urines qui sont un tout petit peu troubles. Si vous rajoutez du vinaigre, elles s'éclaircissent. Bon, c'est un jour où vous faites beaucoup de phosphate. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas Si elles sont troubles un peu trop souvent et que ça fait mal, là, c'est des bactéries. Tous les troubles ne sont pas liés au phosphate. Mais... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas profité au cours de notre évolution de cette manne de ressources qu'on n'utilise pas, qu'on sous-utilise? Mais on les a utilisées. Où croyez-vous qu'allaient les fosses d'aisance à l'époque où on les vidait en ville? Non, mais je veux dire notre organisme, nous, en tant qu'humains. Nous, parce que nous, ce qui nous manque le plus, c'est l'énergie. Ça vient du fait qu'on est mobile. Et ça coûte énormément d'énergie de se tenir droit et de se déplacer. Si vous êtes un champignon, vous allez quand même être beaucoup moins efficace pour émettre de l'azote et du phosphate parce que le rapport entre ce qui fait de l'énergie et ce qui fait de la croissance est très en faveur de la croissance. Mais pour les animaux, l'équilibre est très en faveur de ce qui fait de l'énergie parce qu'ils bougent. Et bouger, ça demande de l'énergie. Voilà. Si vous prenez les choses immobiles comme les champignons, eux, ils rejettent du phosphate, certes, mais, ou de l'azote et des choses comme ça, mais moins. Ça va? Voilà pourquoi nous urinons. Et sachez que, historiquement, les fosses d'aisance dans les villes étaient très bien valorisées dans les champs avant les engrais minéraux. Et les engrais minéraux, ça a été une solution de facilité qui a finalement créé, il y a un très beau livre qu'il faut lire, c'est « L'origine des déchets urbains ».
de Sabine Barle. Et en fait, elle explique comment, très longtemps, les poubelles en ville étaient utilisées pour faire... Les os servaient à faire de la tabletterie, hein, des boutons, des choses comme ça. La matière organique allait dans les champs. Les vêtements, les restes de vêtements en lin, en coton ou en chanvre étaient triturés pour faire de la pâte à papier. Enfin, il n'y avait pas de déchets. Et puis, quand apparaît le plastique, quand apparaissent les engrais minéraux, finalement, les villes commencent à faire des déchets. C'est-à-dire des choses qu'elles n'utilisent plus. Et moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve le sens de l'utilisation de nos déchets. Bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Sellos. Merci.